Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez. Sur votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal, comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui nous avons invité un autre jeune qui est très impactant dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la littérature, mais aussi dans l'entrepreneuriat social. C'est M. Alassane Koumé. Nous allons entrer tout à l'heure par sa présentation. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, motivée, mais Dieu de caractère noble et d'ambition élevée. Bonjour, M. Alassane Koumé. Bonjour, M. Yankoba. Merci beaucoup, M. Alassane, d'avoir répondu aujourd'hui à l'invitation de la RNTV sur votre plateau Géniepreneur. Mais nous allons présenter M. Alassane Koumé. Monsieur Alassane Koumé est titulaire d'une maîtrise en études anglophones à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Monsieur Alassane Koumé est un écrivain et cofondateur et coordonnateur de My Voice. Il fut le président du club d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Il a aussi participé à plusieurs activités de bénévolat dans le domaine de l'éducation, de l'environnement et de l'engagement social au Sénégal. Monsieur Alassane Koumé, vous êtes géniepreneur. J'espère bien. Merci beaucoup, Monsieur Alassane. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yankoba. Alors, c'est un plaisir et un immense honneur d'être là en tant que votre invité. Et par ailleurs, j'aimerais aussi vous remercier par rapport à cette invitation, et aussi à toute l'assistante technique qui a bien pu assurer avec brio cette émission. Alors moi, je suis très content dans la mesure où je pense que les jeunes doivent être considérés, doivent être au début et à la fin de toutes choses. Parce que je pense que chaque pays ou bien chaque continent doit miser sur sa jeunesse. Et je pense que c'est de ça que nos mentors ont compris. Ils ont compris qu'il faudra investir sur les jeunes. Parce que les jeunes sont le devenir et l'avenir et aussi le présent de tout pays. Merci beaucoup. Les jeunes sont l'avenir et le présent de toute nation. Donc, ça, sont les propos d'ouverture de M. Alassane Koumé. M. Alassane Koumé, qui est M. Alassane Koumé? Alors, M. Alassane Koumé, je dirais, c'est un jeune qui a grandi dans un univers traditionnel. Je suis originaire de Matam, dans un village qu'on appelle Bokidiawé. Et Bokidiawé, c'est un environnement qui a vu naître ce jeune. Ce jeune qui a joué dans les rues de Bokidiawé, qui a grandi là-bas et aussi qui a fait ses études primaires. Je rappelle que j'ai fait mes études primaires à l'école 1 de Bokidiawé. Après, j'ai eu mon entrée en 6e. Je suis allé au collège de Bokidiawé. Après, par la suite, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai pu maintenant venir à Dakar pour continuer mes études. Alors, Bokidiawé, c'est un environnement qui a supporté Koumé. Donc, si on parle de Koumé, c'est quelqu'un qui a fait toute son enfance à Bokidiawé. Alors, c'est un jeune qui, après avoir obtenu son baccalauréat, est venu à Dakar pour s'installer, pour étudier, et qui, malgré tous les obstacles de la vie, s'est dit que Koumé, tu dois le faire, parce que la vie appartient aux audacieux, aux optimistes. C'est ça qui rejoint le titre Un éternel optimiste, de mon livre qui est paru aux éditions Harmattan en 2022. Merci beaucoup, M. Alassane Koumé. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et ceux qui ont confiance en eux. Ce sont les propos de notre invité d'aujourd'hui, M. Alassane Koumé. Nous vous rappelons que M. Alassane Koumé est un jeune écrivain qui évolue dans l'univers de la littérature. Et il a écrit aussi des ouvrages, mais son premier ouvrage est Éternel optimiste, il va nous présenter ça tout de suite. Monsieur Alassane Koumé, pourquoi l'engagement dans le développement communautaire? Alors, c'est fort d'un constat. Le constat, c'est que la plupart des jeunes sont intéressés par des futilités, à savoir Instagram, TikTok, Snapchat. Moi, je me suis dit que Koumé, quelle doit être ta partition par rapport à ce monde communautaire? Je me suis dit que Koumé, il fallait faire quelque chose. Et je pense que la plupart des gens, ce qu'ils ont compris, c'est qu'on peut éduquer une nation à travers la littérature, à travers des idées qu'on développe. Parce que nous avons des mentors qui ont pu révolutionner ce monde à travers des idées. Parce que tout commence par une idée. Donc c'est l'idée qui devient une action. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit que Koumé, il fallait constituer quelque chose pour qu'au moins que les gens puissent se dire que voici ta part dans ce vaste horizon de donner et de recevoir.
Donc c'est ça qui m'a fait que j'ai pu écrire un livre. Et le livre, c'est un livre qui est, au-delà de ça, c'est un livre qui est de source de motivation. Parce qu'un livre, ce n'est pas juste la couverture et autres, mais c'est aussi le contenu. Et dans le contenu, moi, je développe beaucoup de thèmes, je développe beaucoup d'idées. Parce qu'il m'est arrivé souvent des gens qui m'approchaient, me disant, Koumé, j'ai lu ton livre, et à travers un passage que tu as énuméré, je me suis dit que j'allais entreprendre. Donc en fait, ça me réconforte dans ma thèse. Dans ma thèse de me dire que, Koumé, tu as fait ta part du marché. Un livre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que vous vous rappelez souvent, autant, seules les personnes qui écrivaient, c'était les gens qui avaient de la barbe blanche. Mais de nos jours, on voit des jeunes. C'est à vous dire qu'on a une nouvelle révolution dans l'écriture. Parce que souvent, on citait Victor Hugo, on citait les Balzac. Alors que là, on peut citer nos écrivains locaux. Nous avons Koumé, nous avons beaucoup d'écrivains, nous avons les Tchonyan, qui sont des Sénégalais, des Africains, qui ont produit des livres. Alors, moi, je me dis que un livre, c'est quelque chose qui permet de changer la mentalité des gens. Et dans tout ce livre, j'évoque en fait des thèmes qui, je pense, pourront vraiment contribuer à changer les mentalités des Sénégalais. Pour changer la mentalité des Sénégalais, merci beaucoup pour votre participation à la révolution de la littérature, je vais dire même sénégalaise ou africaine d'une manière générale, M. Alassane Koumé. Alors, M. Alassane Koumé, quelle est l'essence et la quintessence de votre premier livre qui est Éternel Optimiste? Alors, merci pour la question. Avant tout, il y a un contexte, c'est-à-dire que vous voyez ça, le texte. Mais dans le texte, il y a un contexte. Alors, qu'est-ce qui a fait le contexte? Comme je vous l'ai dit tantôt, je commence le livre en 2015. En 2015, j'ai commencé à écrire. En 2016, j'ai rencontré un homme qui m'a inspiré. Un homme que je ne cesserai de le dire, a inspiré pas mal de jeunes au Sénégal. Et cet homme, c'est Tchonyan. M. Tchonyan, c'est un leader qui m'a inspiré parce que même si vous voyez le titre Un éternel optimiste, lui, il a publié un ouvrage qui s'intitule Mémoire d'un éternel optimiste. Super. Donc, vous voyez, en 2016, on s'est rencontrés à l'Université de Dakar durant son book tour lorsqu'il présentait son livre. Et tout son discours, c'était comme s'il me parlait. Donc, en ce discours, moi, je me voyais dedans. Je me voyais dans son discours parce que je voulais dire la trajectoire qu'il a emprunté, c'est un peu le même que j'ai emprunté. Moi, j'ai déposé pour avoir un visa aux États-Unis. Alors, je suis allé, j'ai eu ma préinscription. Et lorsque je suis allé à l'ambassade des États-Unis pour déposer un visa, on m'a refusé un visa. Ok, on m'a refusé un visa. Après, quelques semaines après, mon père est décédé. Alors, vous voyez, refus de visa, perte d'un père. Ouais. Un père qui est comme en forme de miroir. Alors, et ça m'a bouleversé. Oui, ça t'a bouleversé. Donc j'ai perdu le fil conducteur en 2019. C'est pour cela qu'il y a toujours le chiffre 9 qui revient, 2019, parce que mon père est décédé le 29 juin 2019. Et même si vous voyez un éternel optimiste, ça fait 9 lettres. Un éternel, 9 lettres. Optimiste, c'est 9 lettres. Et si vous voyez de Alassane Koumé jusqu'à Harmattan Sénégal, ça fait 6. Donc mon père est décédé le 29, 6e mois. Donc même avec la couverture, j'ai fait vraiment à mon père. Et si vous voyez souvent le O de optimiste, c'est un O souriant. Donc souvent les gens me disent que tu es très jovial. Malgré les difficultés, les soucis, tu arrives tout le temps à faire rire les gens, ou bien à surmonter ça, ou bien à créer un sourire sur les lèvres des gens. Alors moi je me suis dit que si mon histoire peut inspirer d'autres jeunes à se dire qu'ils peuvent le faire, ça en valait la peine. Et comme je l'ai dit, peut-être si j'avais eu le visa, je n'aurais même pas assisté au décès de mon père. Et au-delà de ça aussi, peut-être que le livre n'aurait jamais vu le jour. Qui sait, si j'étais aux États-Unis, qu'est-ce qui allait arriver? Personne ne sait. Mais Dieu, en me donnant ces obstacles de la vie, a pu me transmettre en fait des messages codés que j'ai pu décoder. Parce que je me suis dit que Koumé, ton livre a inspiré beaucoup de jeunes au Sénégal. Depuis l'apparition jusqu'à nos jours, j'ai vendu 600 exemplaires. 600 exemplaires pour la poésie, c'est pas donné à n'importe qui. Et pour une confidence, parmi les auteurs de l'Harmattan Sénégal, dans la catégorie poésie, je suis le seul écrivain à avoir vendu plus de 600 exemplaires. Je suis le seul dans la catégorie poésie. Et donc là, cela veut dire qu'il y a un travail derrière. Oui. Et ce travail, je le dois à mon équipe. Parce que les gens ne voient que Koumé. Mais derrière Koumé, il y a des conseils en communication, des conseils en marketing digital. Donc c'est ça qui a fait que j'ai pu arriver à un moment où j'ai pu développer ma promotion du livre. Et actuellement, je suis
à 600 ouvrages vendus. Et là, je rends grâce aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, comme on le dit, merci beaucoup et nous rendons grâce ensemble à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné cette force et vraiment cette patience et l'amour de ce que vous faites. Merci Alassane Koumé. Alors, monsieur Alassane Koumé, à nos téléspectateurs qui vous suivent, à ces jeunes que vous avez impactés, quel est le secret derrière vous? Parce que vous avez parlé aujourd'hui d'un homme qui est inspirant, un homme très inspirant, à savoir monsieur Tchonian, notre papa leader, nous le saluons de passage, qui a inspiré beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, lorsque vous avez rencontré Tchonian, c'est vrai, vous pouvez dire que j'ai rencontré Tchonian, je prends des photos, je prends des vidéos, et ça me suffit, c'est bon. Mais aujourd'hui, vous avez pu relever des défis avec le décès de votre papa, avec, on va dire même, la pression sociale, avec tellement de choses, vous avez pu remonter aujourd'hui ces défis-là. Quel est le secret? Donnez-nous ce secret et donnez à nos téléspectateurs ce secret. Alors, le secret, ce serait trop dire, parce que je pense que si à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis que c'est ça le secret, alors ce ne serait plus un secret. Parce qu'un secret ne doit jamais être dévoilé. Mais ce que je pourrais dire comme conseil, c'est de toujours côtoyer les gens qui sont dans le domaine dont vous voulez exceller. Par exemple, moi, au-delà de ça, Tchonian, moi je le vois comme un leader littéraire. Beaucoup de gens le voient comme un leader dans d'autres cadres. Et moi, au-delà de ça, je le vois comme un leader littéraire qui a publié beaucoup d'ouvrages. Et ça, c'est un exemple à suivre. Et au-delà de ça, je me suis dit que dans la vie, il faut toujours côtoyer les gens qui font la même chose que toi. Parce que leurs échecs peuvent te servir de leçon. Alors, vous savez, la plupart des jeunes, comme je l'ai dit, ne sont pas intéressés dans ces questions-là. Souvent, il est rare de voir un jeune qui lit plus de 10 ouvrages. Tu demandes aux jeunes combien de livres est-ce que tu as lu, ils te diront même pas 2 ouvrages. Parce que les gens sont souvent dans la paresse de lire. Et souvent, comme l'a si bien énoncé Tchonian dans une de ses rencontres, lorsqu'il disait qu'un journaliste avait posé une question en disant quel est le secret. Après, le milliardaire William Buffett avait pointé du doigt, c'est-à-dire un coin dans sa chambre, en disant c'est ça. Il a dit mais c'est quoi? Il a dit ce sont les livres, parce que je passe plus de temps à lire qu'à faire autre chose. Donc pour dire qu'il passe plus de temps à lire. Et je pense que, je ne dirais pas le secret, mais le conseil, c'est de beaucoup lire. De beaucoup lire parce que la lecture, ça ouvre des portes. Parce qu'on dit qu'une personne qui lit est une personne éveillée. Et quand on a tendance à beaucoup lire, on a tendance à avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, de gens qui ont vécu la même chose que toi, qui ont fait des erreurs, qui ont eu des échecs, et que toi, tu pourras au moins se dire que je ne veux pas passer par là, parce que ça, si je passe par là, j'aurai les mêmes difficultés que la personne. Donc je pense que le conseil que je pourrais donner à ces jeunes qui sont en train de regarder la RNTV, qui est la chaîne numérique du Sénégal, la première chaîne numérique du Sénégal internationale, et je pense que c'est une chaîne extrêmement importante. Merci. Alors moi je pense que les jeunes doivent tout le temps lire, encore lire et beaucoup lire. Et aussi surtout côtoyer les gens qui font la même chose que toi. Surtout, c'est très important. Okay. Et aussi, il y a un élément essentiel, c'est l'élément des critiques. Parce que souvent, ce qui retarde beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont trop dans l'euphorisme. C'est-à-dire que tu commences une chose, les gens te critiquent, ils t'abandonnent. Alors que je pense que si on a certaines personnes comme Diop Jobs, comme Toumani Badiane, comme Demba, ce sont des gens comme Ousmane, qui ont eu à avoir des échecs, mais qui ont pu se dire que je vais relever les défis là. Malgré aussi la pression, oui, bien sûr. Les pressions et de gauche à droite, ils parviennent à faire quelque chose. Ça ne manquera jamais, les pressions. Parce que si, par exemple, moi je donne l'exemple de Tchonian. Par exemple, lorsque durant une fête, sa maman n'a pas pu lui donner des habits. Après ça, c'est une pression. Parce que souvent, psychologiquement, la maman se disait, mais attends, comment est-ce que je vais habiller mes enfants? Tchon est venu et a fait une promesse en disant que maman, ne t'inquiète pas, un jour arrivera où tu n'auras pas de problème. Et là, c'est très important. Vous voyez? Et c'est la promesse qui fait ça. Là, c'est très important parce que ce qui suscite, il a conjugué le verbe au futur. Il a dit, demain, je serai celui qui va échouer tes larmes. Mais il pouvait dire à l'époque que maman, je serai, ou bien je suis celui qui va échouer tes larmes. C'est très important. En tant que littéraire, l'importance que du futur.
Il a conjugué le verbe au futur. Il a dit « je serai ». Parce que vouloir changer une vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il a dit « maman, je serai celui qui va échouer tes larmes ». Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que vous savez, le futur aussi a son cadre. C'est-à-dire que quand on exprime le futur, c'est un temps qui n'est pas encore là et qui peut être souvent irréel ou irréel. Souvent, c'est ce qu'on appelle, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une vision utopique, c'est-à-dire une vision qui est irréaliste. Mais au-delà de ça, il y a une vision qui est réaliste. C'est-à-dire que je dis que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés de la vie, j'arriverai à respecter ma promesse. Et je pense que souvent on le dit. On dit souvent même en Wolof, Gorga, Tchawakja. Vous voyez, c'est là vous dire que la personne, il faut avoir le cadeau, c'est-à-dire qu'il faut avoir le mot, la parole. Elle est importante. Et moi, c'est aussi, peut-être je pourrais prendre l'occasion pour aussi rendre hommage à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est ma confidente, comme je l'ai intitulé un poème, ma grand-mère, ma confidente. Parce que il est rare souvent de voir une personne qui a de très bonnes relations avec la grand-mère. Souvent, les grand-mères sont réputées comme étant des personnes qui parlent beaucoup. Qui parlent beaucoup. Mais ma grand-mère, en fait, elle est comme une mère pour moi. Parce qu'on a eu à côtoyer beaucoup de... Elle m'a donné des secrets qu'on aura l'occasion de discuter peut-être en sourdine. Mais ce qui est essentiel, c'est que c'est un être qui est très, très sensible, très fragile. Et je pense qu'au-delà des mots, elle a des conseils qu'elle peut vraiment changer ta vie. Et comme on le dit souvent, en Afrique, on l'avait dit, en Afrique, un verre qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous voyez. Alors moi, je me suis dit que grand-mère, je vais essayer d'apprendre de toi. Je vais essayer de te côtoyer. Et je passe tout mon temps avec ma grand-mère. Souvent, les gens, quand ils viennent chez moi, ils me trouvent avec ma grand-mère, ils disent, mais Koumé, toi là, tu es chuchoté par ta grand-mère. Et une anecdote, je vais peut-être la raconter, c'est que quand souvent je viens à Boku-Diawé, je suis tout le temps au côté de ma grand-mère. Par exemple, les autres, quand ils viennent, ils demandent à ma grand-mère une chose, ma grand-mère refuse. Et à chaque fois que je viens, que je demande à ma grand-mère une chose, elle l'accepte sans dire mot. Les autres gens ça crée la jalousie dans la famille. Les gens disent que Samba, parce que souvent on me nomme Samba. On me dit que Samba, toi, tu es tout le temps le chouchou de ta grand-mère. Oui, le choyer de ta grand-mère. Super. Et c'est pour dire que moi, dans la vie, il faut avoir aussi des mentors. Oui. C'est essentiel. Moi, au-delà de Tchonia et autres, il y a ma grand-mère. Il y a cette dame-là que j'ai fait une promesse que je vais la respecter, Inch'Allah. Et Inch'Allah, qu'Allah lui donne une longue vie comme ça, pour qu'elle puisse accepter à tout ça. Merci beaucoup. Nous disons coucou à notre grand-mère. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous guide et qu'Allah vous donne longévité. J'espère que les grands-mères, ça c'est ce que nous partageons ensemble, nous que les grands-mères ont élevé. Mais à part ça, Monsieur Koumé, vous avez dit une chose très importante qui est la patience, l'amour et la persévérance. Et c'est de ce que la majeure partie des jeunes manquent en ce moment, même qu'on est en train de faire l'émission. Beaucoup de jeunes, et ils ont des idées, ils ont des ambitions, mais ils n'ont pas la patience. Ils ne persévèrent pas, il y a certains aussi qui n'ont pas l'amour de ce qu'ils font. Ça aussi, c'est un problème. Si vous avez des conseils à donner à ces jeunes-là, qu'est-ce que ça serait ces conseils? Alors, vous savez, même souvent on dit en Afrique, et je pense que c'est essentiel parce que dans la vie, il faut être patient. La patience, c'est une arme. Parce qu'on dit que dans la vie, il faut être consistant. Tu peux peut-être chaque jour avoir des difficultés, mais si tu n'es pas consistant dans ce que tu fais, tu vas finir par tomber. Et je pense que le plus essentiel, le message que je pourrais lancer à ces jeunes-là, c'est de toujours être patient. Parce que c'est la patience qui a fait qu'une personne qui a quitté la prison s'est retrouvée à la présidence. C'est la patience aussi qui a fait qu'un homme qui vient d'Ngapark, dans le fin fond du Sénégal, du Saloum, qui a pu quitter là-bas pour venir être directeur de ESCOA. Et c'est ça qui a fait aussi qu'il y a des jeunes qui ont quitté de là où ils sont, de Foundiougne, d'autre part, de Koubalan, qui sont venus et qui ont pu arriver au niveau où ils sont actuellement. Je pense que dans la vie, il faut être patient, mais aussi il faut être endurant. Parce que Dieu même le dit, c'est-à-dire que moi je parle avec ceux qui sont patients. Parce que la patience, je pourrais dire, elle est une force, elle est une valeur, parce que bon nombre de gens veulent travailler aujourd'hui, être heureux aujourd'hui, conduire une belle voiture aujourd'hui, avoir une belle maison aujourd'hui, alors que dans la vie, tout ça qui est dans le temps. C'est pour cela qu'on dit que le temps est le meilleur des juges. Et je pense que nous, jeunes, qui ont en quelque sorte
compris qui sont des géniepreneurs. Je pense qu'on pourra adopter cette patience comme une force au lieu d'une faiblesse. Parce que je pense que si on est tout le temps patient, qu'on la garde en bandoulière, on pourra tout le temps et à chaque instant triompher dans les obstacles qui se dresseront dans notre chemin. Masha'Allah, la patience, encore la patience, on le dit en Wolof. Monsieur Alassane Koumé, merci beaucoup pour la première partie de notre émission. Chers téléspectateurs, nous vous revenons à très bientôt sur la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs de la RNTV. Nous sommes sur notre deuxième partie de l'émission Géniepreneur. Nous avons invité aujourd'hui M. Alassane Koumé, qui est un jeune entrepreneur dans la littérature sénégalaise d'une manière générale, dans la littérature africaine. M. Alassane Koumé est professeur d'anglais à EMI, Haute École de Management et d'Informatique. En même temps, il est professeur à ESCOA, École supérieure de commerce et d'administration. Il est professeur d'anglais au groupe 2IJ Consulting avec le CIPEC, Académie, Centre international de prépa à l'emploi aux examens et concours. Il est aussi auteur du livre Un éternel optimiste paru aux éditions L'Harmattan Sénégal. Monsieur Alassane Koumé, voilà, donc vous êtes géniepreneur, vous vous rapprochez un peu des qualités d'un géniepreneur. Mais nous allons continuer notre deuxième partie sur les perspectives de Monsieur Alassane Koumé. Monsieur Alassane Koumé, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, après avoir parlé, partagé avec nos téléspectateurs, avec les jeunes, sur l'expérience que vous avez vécue, ce qui vous a motivé, vos mentors, le pourquoi fort que vous aviez, ce qui vous a poussé de vous lancer dans la littérature, dans l'entrepreneuriat de la littérature, jusqu'à écrire un livre aujourd'hui. Et aussi les sages conseils que vous avez donnés à ces jeunes. Monsieur Alassane Koumé, quelles sont vos perspectives? Alors, merci pour cette question. Alors, pour les perspectives, moi, je dirais qu'il y en a énorme. Parce que du moment où tu écris un livre, tu as aussi envie que d'autres personnes écrivent le livre aussi. Je pense que chaque vie est importante. Et dans ce cas-là, je pense que tout le monde a le devoir de laisser en fait, un patrimoine, un héritage aux autres générations. Alors, les perspectives, moi je dirais que c'est de créer en fait des cadres d'échange aux jeunes qui puissent aussi savoir quel est le chemin à emprunter pour écrire son propre livre. Comme ça, je vais organiser des ateliers d'écriture pour inciter aussi les jeunes à pouvoir écrire. Et aussi au-delà de ça, aussi, c'est d'intégrer en fait les clubs de lecture. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dont je suis membre. Il y a aussi l'Institut français dont je suis aussi membre. Et aussi, il y a aussi d'autres clubs de lecture, comme le club de lecture de Subdeco, donc qui a eu à faire la semaine du livre récemment passé. Et aussi intégrer ces clubs de lecture où, en telle sorte, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire permettre aux besoins sera. Ouais, où le besoin sera. Mais aussi, il y a une perspective qui est énorme. C'est le fait d'installer une grande bibliothèque à Bokodjawé, c'est-à-dire dans la commune de Bokodjawé, installer une grande bibliothèque qui portera le nom de ma grand-mère. Wow. Là, c'est un de mes plus grands rêves de le faire. Et je travaille chaque jour que Dieu fait. Je travaille et Inch'Allah, j'espère que je vais réaliser ce projet-là. C'est un projet que je voudrais aussi rendre hommage. Aussi inciter aussi les jeunes à se dire que Koumé, il a écrit un livre. Et il est de Bokodjawé. Et ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Parce que la plupart des gens, pour voir un écrivain, il fallait des temps et des temps. Mais là, tu as l'occasion de voir un écrivain en chair et en os qui est dans ta localité. Donc moi, c'est un peu le projet que j'ai, c'est le fait d'installer une très grande bibliothèque à Bokodjawé qui portera le nom de Takouma Baguissé. Takouma Baguissé, merci beaucoup à la grand-mère qui nous a inspirés, qui nous a accompagnés encore une fois. Mais comme vous l'avez dit aussi dans ces perspectives,
Monsieur Alassane Koumé, c'est vrai, vous avez écrit votre premier livre en tant que jeune, moins de 30 ans, si je peux dire ainsi. Mais monsieur Alassane Koumé, moi, je ne peux pas croire que vous me dites que écrire un livre, c'est facile. C'est facile ou c'est pas facile? Alors, vous savez, c'est facile, c'est pas facile. C'est les deux à la fois. Oui. Pourquoi c'est deux à la fois? Parce que souvent, les gens ont des idées, mais ils ont peur de les mettre dans un livre. Parce que quand tu mets tes pensées dans un livre, là, tu es ouvert aux critiques, tu es ouvert aux effets négatifs. Les gens vont dire de toi. Oui. Tu es ouvert aussi aux gens qui ne partagent pas ta philosophie. Et c'est ça le but de la littérature, c'est ça le but de l'écriture. Parce qu'on n'écrit pas pour que les gens soient d'accord sur nous. On n'écrit pas pour faire plaire. Pour plaire, nous pour faire plaisir. On écrit parce qu'on a envie de ressortir quelque chose qui est d'extérioriser, très bien, d'accoucher les mots, super, les paroles. Et c'est ça, en fait, c'est un peu ça. Et aussi, il y a un autre élément, c'est la phase publication. Vous savez, il y a publication, il y a aussi édition. C'est-à-dire que le processus à suivre, c'est un processus qui est un peu long. Parce que déjà, il faut avoir un manuscrit, il faudra écrire. Tu écris, tu déposes ça dans une maison d'édition de ton choix. Et là, il y aura ce qu'on appelle un comité de lecture, qu'on appelle un CDL. Alors, le CDL, ils vont essayer les membres du CDL vont essayer de voir ton livre, de voir ton manuscrit, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas en phase avec leur philosophie, leur vision. Et dans ce cas-là, après qu'ils ont validé pour dire que le livre est publiable, ils vont te faire un rapport de lecture et un contrat d'édition. C'est-à-dire qu'il y aura un contrat d'édition, rapport de lecture et un devis de publication. C'est-à-dire devis, ce qui va contribuer en termes d'argent. Moi, j'ai choisi la plus grande maison d'édition au Sénégal, et j'ose le dire parce que c'est là maintenant au Sénégal. Oui. Et ça fait partie des maisons d'édition les plus chères au Sénégal. Alors, beaucoup de gens, ils ont leurs idées, mais ils préfèrent aller dans des maisons d'édition qui, en fait, je ne dirais pas de petites maisons d'édition, parce qu'il n'y a pas de petites maisons d'édition. Mais la plus grande, elle est là maintenant au Sénégal. Donc, ils préfèrent aller dans d'autres maisons d'édition. Alors, c'est un processus. Après avoir finalisé tout ça, tu payes l'argent, on te fait le contrat, tu signes, le devis, ainsi tu payes l'argent. Donc, après, tu vas passer à la phase publication. Et la publication, ils vont sortir ton livre, ils vont faire tout ce qui est en rapport avec la couverture et tout. Et comme je dis, c'est un travail de longue haleine. Parce que comme vous voyez, moi, je l'ai commencé en 2015. Wow. 2019, j'ai terminé le livre. Et 2022, je l'ai édité. Donc, vous voyez, donc, il y a 3 temps. C'est-à-dire 2015, début, 2019, fin, et 2022, publication. Donc, vous voyez, de 2015 jusqu'à 2022. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de temps. Oui. Mais je me dis que les jeunes doivent aussi se dire que c'est un travail, il en faut. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer toutes les années à écrire un livre, après aller dans des maisons d'édition qui ne sont pas reconnues au plan international. Parce que l'Harmattan, c'est une maison qui est reconnue internationalement. Même aux États-Unis, les gens peuvent avoir le livre en un clic. En France, partout au monde. Et c'est un peu ça. C'est de ça qui m'a fait que j'ai pu prendre Harmattan comme maison d'édition. Et je profite de passage pour remercier le directeur Abdoulaye Diallo qui m'a accueilli comme son fils. Okay? Comme son fils, comme son ami et aussi comme son neveu. Donc c'est une personne très humble en fait. Donc, il est, comme je le dis tout le temps, son bureau est tout le temps ouvert. Je le dis tout le temps, je dis directeur, toi, ton bureau est tout le temps ouvert. Et c'est un peu ça qui réconforte les jeunes écrivains. À se dire que oui, c'est possible de le faire. Parce qu'ils peuvent venir à n'importe quelle heure, toquer à sa porte et entrer. Donc vous voyez, c'est-à-dire que toquer dans un cadre que la porte n'est pas ouverte, mais toquer en signe de respect. Donc tu viens, la porte est ouverte, mais tu toques pour lui dire directeur, je suis là. Et il t'accueille à bras ouverts. Donc c'est de ça que nous avons besoin. Des directeurs qui ouvrent leurs portes à tous les écrivains, à tous les potentiels écrivains. Et comme je dis, moi, depuis que le livre est sorti, j'ai pu aussi faire une promotion à travers d'autres écrivains qui ont aussi pu écrire le livre et publier ça à l'Harmattan Sénégal. Wow. Parce qu'ils ont compris que, Koumé, le travail que tu fais, c'est un travail qui mérite d'être vraiment salué. Et c'est ça que les jeunes écrivains ont vu, et certains d'entre eux, jusqu'à présent, sont en cours de publication. Ils ont le manuscrit qu'ils veulent aussi publier à l'Harmattan Sénégal. Pourquoi? Parce que l'Harmattan Sénégal leur offre une crédibilité. Vous voyez, parce que l'Harmattan Sénégal n'accepte pas de publier n'importe quel livre. Il y a des livres, quand tu déposes, ils ne vont pas te publier ça. Ça, c'est important. Donc, on peut dire que les perspectives, c'est ça. Ça, c'est important. Écrire un livre, c'est pas facile. C'est facile, ça dépend de toi. Ça revient aussi... Ça dépend de ton engagement, ça revient au point qu'on avait dit, la patience. La patience. Donc, il faut être patient, il faut être endurant. Donc, ce sont les 2 clés essentielles. Patient pour tout le temps que tu as pu écrire le livre. Le parcours. Et aussi l'endurance, c'est-à-dire qu'il faudra être endurant. Parce qu'un livre qui est publié,
il faudra aussi assurer la promotion. Oui. Parce que sinon, le livre, ce sera un livre mort-né. C'est-à-dire un livre qui est déjà publié, mais qui est mort. Qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu. Vendu, Combien de livres sont là, qui ont été publiés, mais on ne connaît même pas les auteurs. Qui se retrouvent par terre, après. Bien sûr. Ah mais ouais, il suffit d'aller dans les parterres, tu vas trouver beaucoup de livres. Exactement, mais ce n'est pas tous les livres qui sont par terre aussi, qui ne sont pas lus. Ce sont des livres que peut-être les époques en fait ont dépassé, et que les gens ont déjà lu, qui ont beaucoup servi, c'est ça. Mais en tout cas, c'est très important, Monsieur Alassane Koumé. Mais Monsieur Alassane Koumé, sans plus tarder, avant d'aller à la fin de notre émission, combien vous a coûté, en fait, l'effort, vous a coûté votre livre? Parce que vous n'allez pas me dire que tout ce que vous venez de nous dire aujourd'hui, vous avez écrit votre livre avec 0 francs. Combien ça vous a coûté d'une manière générale? Et où vous avez aussi pu avoir les fonds. Ok, en fait, c'est une question que je fais face tout le temps. Parce que tout le temps, les gens me disent, mais attends, La Montagne, c'est une maison d'édition très chère. Oui. Alors, comment tu as fait pour publier là-bas? Exactement. Alors, vous savez, moi, j'ai commencé à économiser depuis que j'ai eu le projet de publier un livre. Wow. Depuis que j'ai eu le projet, j'ai commencé à économiser. Et comme je l'ai dit, ce sont des années d'économie que j'ai pu investir dans ce livre. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est important, ça en vaut la peine. Parce que déjà, l'essentiel du livre se dégage quand je rencontre souvent des gens inconnus qui me disent « Koumé, j'ai lu ton livre et cette partie-là, je l'aime. J'ai beaucoup aimé la partie où tu parles. » Moi, j'ai aimé la partie où tu parlais de la grammaire. Super. Et d'autres personnes m'ont confié que j'ai aimé la partie où tu parles de l'enfant d'un père inconnu. Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que à l'école, moi, chaque fois que je viens à l'école, mon père ne vient pas. Mais ma mère, elle est tout le temps là. Et quand je vois mes camarades étudiants, ils sont tout le temps là avec leurs parents. Souvent avec les cérémonies, ils sont là avec leurs parents. Et c'est un peu ça qui m'a impacté dans ce livre. Et l'autre élément, c'est j'ai rencontré un jeune récemment à l'université qui m'a dit que quand tu parlais de femme brave, pourquoi? J'ai dit, mais il m'a dit parce que ma maman se lève tôt le matin pour aller nous chercher de quoi manger. À chaque fois que je me réveille, que je la vois, elle me donne en fait une sorte de motivation. Donc, quand je lis ton livre, cette partie-là, automatiquement, je pense à ma mère. Okay? Et c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est la satisfaction que nous avons. C'est-à-dire qu'en termes d'argent, en termes de fonds, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le retour que tu peux avoir. Le retour, mais au moins, vous avez eu des sous. Bien sûr. Pour aller, en fait, comme on le dit, mouler, ou bien même pour aller confectionner votre livre. Bien sûr. Maintenant, ce que je veux savoir en réalité, où vous avez trouvé ces sous? Les moyens, parce que vous savez, moi je suis au-delà, je suis un prof d'anglais. Vous avez économisé? Oui, bien sûr. Vous avez économisé? Depuis combien d'années vous avez économisé? Pour les jeunes qui vous suivent aujourd'hui, puissent savoir que quand j'économise dans 5 ans, je pourrais au moins, moi aussi, publier. En tout cas, j'ai économisé plus des années. Des années, combien d'années? Des années, je pourrais dire plus de 5 ans, parce qu'il m'a fallu plus de ça pour c'est vrai que j'avais d'autres projets en attente. Oui. Ok. Mais je me disais que ce projet-là, il devait sortir. Je vous ai tantôt parlé que j'avais eu la prescription pour étudier aux États-Unis. Oui. Et vous savez qu'obtenir une prescription aux États-Unis, c'est quelque chose de très cher. Oui. Vous le savez. Vous avez détourné cet argent-là vers votre livre? Non, l'argent que j'avais investi, c'est l'argent qui est déjà parti. Parce que tu vas investir après avoir un retour. Non, c'est impossible. Oui, ça aussi, c'est vrai. Les démarches, tu les fais et l'argent, c'est comme si c'était un investissement que tu fais. Mais c'est un investissement tu peux gagner comme tu peux perdre. Gagner, c'est parce que tu gagnes un visa. Perdre, c'est parce que tu n'as pas le visa et on ne te rembourse jamais les frais de dossier. Alors, c'est un peu pour dire qu'un projet, ça se construit. Ça se construit. Un projet, ça peut durer. Et notre méthode a tout le temps dit, un projet, c'est un projet qui dure 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas un projet qui est dans 1 mois, 2 mois. Non, non. Un projet, c'est durable. C'est durable. Donc, c'est durable parce que tu penses que c'est impactant. Oui. Et moi, je me dis que le livre, il est impactant parce que partout où je vais, je rencontre des gens que je ne connaissais pas, mais qui, à travers ce livre, ont pu me connaître. Et c'est ça qui a fait même que j'ai pu rencontrer la première dame du Sénégal, qui m'a accueilli à bras ouverts. À l'époque. À l'époque, bien sûr. À l'époque, autant pour moi, à l'époque, et il faut le préciser. Oui. Je l'ai rencontrée et c'est une maman qui m'a conseillé depuis notre rencontre. C'est une grande dame, vraiment. Madame Faisal. Madame Faisal. Donc, on s'est rencontrés à l'hôtel Pullman. Et vraiment, elle m'a donné des conseils qui vraiment méritent vraiment beaucoup
d'attention. Merci beaucoup, M. Alassane Koumé. J'espère que, chers téléspectateurs de la RNTV, ces jeunes écrivains qui vous entendent, ces jeunes entrepreneurs de la littérature sénégalaise, de la littérature africaine d'une manière générale, sont en train de vous écouter. Ils savent que très bien, pour confectionner, pour publier votre livre, il faut épargner. Donc, c'est ce que je dis. Et je dis souvent aux jeunes que si vous avez des projets des millions, il faut pouvoir trouver au moins chaque fin du mois 5 000 francs pour commencer à épargner. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils pensent que les investissements, on va tout simplement avoir voilà, des financements pour des projets comme restauration, des projets comme par exemple agriculture. Mais nous pouvons aussi avoir des projets, des idées d'entreprise, comme la rédaction, par exemple, d'un livre. Parce que la rédaction d'un livre, tout se base sur la lecture, comme vous l'avez dit. On nous dit souvent, il y a Cheikh Ibrahim qui nous dit, ndaw bi bu jàngee lu mu jàng xam ko, bu ëllëgee lu mu bëgg am ko. Waaye Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul nous dit souvent, ndaw bi bu juddoo dafa war a jàng jàqee ràññee, bu jàngee jàqee ràññee bu paree dafa war a jëm. Ñu ne ko Maodo loo màggale Maodo yow yaay kan mu ne bàyyi leen ba ma màggale bàyyi leen ba li nga xam ne moom laa yar mu màgg bu màggee ngeen xam ki ma doon te ñëpp xam nañu Maodo Malick Sy kan mooy El Hadji Maodo Malick Sy. Mais revenons à Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye qui dit que l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, motivée, mais douée de caractère noble et d'ambition élevée. Ça revient à ce que vous dites aujourd'hui, l'engagement, l'amour, la patience et la persévérance. Monsieur Alassane Koumé, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Géniepreneur. Monsieur Alassane Koumé, quelles sont les dernières paroles de votre papa qui nous a quittés, qui est parti au pays du grand repos? Quels sont les conseils qu'il vous a donnés? Lorsqu'il a tenu votre main, qu'est-ce qu'il vous a dit avant d'aller répondre au pays du grand repos? Alors, vous savez, mon père, c'est... En fait, moi, j'ai dit que... j'ai pas eu la chance de grandir avec mon père. Mon père était un émigré qui était au Congo. Donc, vous savez, les émigrés, souvent, ils passent beaucoup de temps là-bas, après, quand ils reviennent. Alors, cette partie, c'est une partie très, très émotionnelle, parce que, je me rappelle, on était ensemble. Donc, souvent, on passait beaucoup de temps ensemble à son retour. Mais dans mon temps de jeunesse, je n'ai pas pu avoir cette main paternelle. Au contraire, j'ai eu un oncle qui a assuré ça avec brio. J'ai l'occasion de le remercier, Dr Libas Ndiaye, qui est le pharmacien de Bokudjawe. Donc, un oncle qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus durs de ma vie. Et mon père, je me rappelle un temps où on était ensemble, avant qu'il décède. On a été beaucoup de temps ensemble. Et je me rappelle le temps où, de la dernière fois qu'on était ensemble, on était là, côte à côte. Et on a passé plus d'1 heure de temps sans qu'on puisse dire un mot. Wow. 1 heure de temps à se regarder sans qu'on puisse. Et je pense que c'était le moment d'adieu. Parce que j'ai toujours ce souvenir dans ma tête. Avec des moments où on était ensemble. Dernière fois, on était là, 1 heure de temps. Il me regardait, je le regardais, et on était comme ça, bouche bée, sans rien dire. Au-delà de ce silence, il y avait un message qui se délivrait. C'était le message de Samba, je pars, mais je sais que tu es bien préparé. Je sais que tu vas remplir ta mission. Au-delà de ça, je sais que aussi que tu vas impacter comme j'ai eu à le faire. Mon père était un commerçant, un immigré qui a investi beaucoup dans les notions familiales. Et c'est un peu ça qui fait de moi quelqu'un de très familial, très sociable, parce que je l'ai tiré de mon père. Alors, mon père me disait tout le temps qu'il faudrait aider son prochain, parce que ton prochain, tu ne sais pas dans quelle situation il sera, qu'il est. Donc, il faut tout le temps l'aider, parce que l'aider, tu peux lui dire une phrase, un mot qui va changer sa vie. Et j'espère qu'avec ce livre, certaines personnes vont lire le livre et vont commencer maintenant à avoir une prise de conscience et à avoir des déclics, comme l'a fait notre mentor, comme l'a fait bien d'autres personnes dans ma vie. Merci beaucoup dans ta vie. Merci, M. Alassane Koumé. J'espère que vraiment c'est passionnant. Vraiment,
c'est de l'émotion. Vous parlez avec de l'émotion, nous l'avons senti. Merci aussi pour notre oncle qui vous a vraiment accompagné dans ces moments très difficiles. Donc, nous vous disons bon courage et félicitations. Sachez que la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal, est là pour accompagner les jeunes, pour impacter les jeunes, pour les accompagner dans vraiment le projet de vie. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs de la RNTV. Votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Nous voilà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avions comme invité M. Alassane Koumé, jeune entrepreneur dans la littérature sénégalaise et d'une manière générale dans la littérature africaine. Aujourd'hui, nous remercions aussi nos téléspectateurs, mais sans plus tarder, nous remercions la régie. Merci beaucoup, M. Toumani Badian, M. Ousmane Ba et toute l'équipe de la RNTV. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. Ça suffit tout simplement de nous écrire et de nous appeler. Nous allons vous inviter et vous prouver que vous êtes géniepreneur ou pas. Monsieur Alassane Koumé, dans les commentaires, vous allez offrir des livres, non? Bien sûr, j'offre un livre à la première personne qui va faire un commentaire. Donc, monsieur Alassane Koumé va offrir un livre à la première personne qui va commenter cette vidéo et il va dédicacer ça. Let's go to work très prochainement avec la RNTV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.